je suis une exilée, je suis une Américaine qui habite à Bordeaux depuis la moitié de ma vie. Voilà. Je connais Bordeaux, très longtemps. Je connais Bordeaux mieux que Los Angeles. Voilà. C'est vrai? Mais oui, comme vous. Mais c'est vrai, hein? Oui. Alors, tu vois, la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est vrai que moi, j'ai toujours ressenti le besoin d'aller ailleurs. Ça, c'est... Oui. Moi, je suis pas très convaincu que la société française, c'est-à-dire notre société, elle accepte que cette société-là accepte encore et toujours notre présence, et que notre présence elle est toujours problématique, pour ne pas dire conflictuelle. C'est comment aujourd'hui la citoyenneté telle qu'on l'a conçue à travers liberté, égalité, fraternité, elle doit être discutée à l'aune des nouvelles réalités sociales et politiques et économiques. Voilà. La France peut dire oui, et les Français peuvent dire non à un moment donné, et après tu inverses, les Français peuvent dire oui, et la France peut dire non. C'est effectivement cette relation où il faut faire la distinction entre les institutions aussi, et puis les habitants. Disons les choses très clairement, aujourd'hui en France, il y a la question ethnique et raciale qui est posée, fondamentalement. Notre présence en tant qu'étrangers, noirs, immigrés et tout ça, tout ce qu'on veut, elle est centrale dans la définition de la société. Très souvent, par moment, j'oublie que je suis noire, quoi, vraiment. Et par moment, je passe devant le miroir, mon mari est en train de faire la cuisine, tout ça, et puis je lui dis « Ah ouais, c'est vrai, je suis noire ». Comment on peut oublier là, pour le coup, s'oublier, parce que déjà non, mais parce qu'il y a Césaire, on parlait de Césaire. Césaire utilise un mot qui s'appelle oublioir. Hein? Alors, c'est pas s'oublier, attention. Oui, mais je trouve ça... C'est-à-dire, non, alors, voilà. je vais préciser, Ah, oui. C'est-à-dire, c'est la perception que tu as de toi, voilà. Par exemple, Marie Scondé disait que quand elle vivait en Martinique, bon, elle vivait, et en fait, elle a réalisé qu'elle était noire et martiniquaise quand elle est arrivée à Paris pour faire ses études. Alors, justement, c'est juste le contraire de s'oublier, c'est être totalement en soi, justement, et quand on est totalement en soi, on est un petit peu... Alors, peut-être que je suis prétentieuse, là. On est l'humanité, on est l'humain, voilà. À travers le dernier des SDF, j'ai voulu me positionner en tant qu'Africain. Très animé, au moment de partir de mon Afrique, très animé par la démangeaison du départ. Animé par le désir de venir prendre dans cet Eldorado, de venir conquérir cet Eldorado, et puis retourner construire une Afrique. Les jeunes Africains, qu'est-ce qu'ils leur est proposé? Oui, il faut que nous puissions leur proposer, proposer davantage de choses, mais on ne peut pas proposer ce rêve d'une conquête de l'Eldorado français qui est un mensonge. Hein? Vous savez combien de fois, parfois, nous sommes obligés de nous réunir, parfois autour des corps, pour pouvoir assurer leur transfert. Hein? Nous sommes obligés parfois de nous cotiser pour pouvoir favoriser le logement de quelqu'un qui est là pour des études, qui va faire 10 années, 15 années. On ne peut pas continuer à vanter le mérite de cette Europe, persuadée qu'il n'y a vraiment plus rien. Ça, c'est une vérité. Enfin, moi, j'en doute, mais bon. Ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas que l'Europe comme rêve, mais le monde est ouvert à tout le monde. Et ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté de circulation. Effectivement, j'entends et j'adhère à ce discours de l'Europe barricade ou de la forteresse assiégée comme au Moyen-Âge. Mais pendant que les gens s'emmurent, les autres font du business. Parce que la vie qu'on fait le tandem.
يغشاش الميزان وريت رباح يغشاش الميزان وريت رباح يغشاش الميزان. Quand on m'a proposé de participer à ce débat-là, je me suis dit, mais finalement, le Nord de France, où ça commence, où ça finit? Et moi, j'ai l'impression que j'ai une vraie schizophrénie, une vraie névrose, c'est toujours d'échapper à l'assignation identitaire. Quand je suis au Sénégal, on me dit, mais t'es pas sénégalaise, tu parles pas wolof, t'es française. Quand je suis en France, on me dit, tu n'es pas française, t'es sénégalaise. Dire que toute ma vie, c'est une espèce de balancement où, d'une certaine manière, l'identité, elle n'a fait que me rejeter tout le temps. À chaque fois qu'on m'interroge sur mes films, on me renvoie systématiquement à mon origine sociale, à ma cité, à ma couleur, Et c'est vrai que c'est assez... c'est très réducteur. Pour moi, définir, c'est réduire. Il y a différentes couleurs de peau chez les Africains. J'ai pas le même teint que mon petit frère Sadio, j'ai pas le même teint que ma sœur Ege. Et je suis un noir, mais je suis Peul. Il y a des noirs qui sont comoriens, il y a des noirs qui sont béninois. Et chacun a des racines, des origines, et un parcours très très différent. Je trouvais ça un peu trop large et trop réducteur de dire noir de France. Non, c'est un mot que j'emploie avec toutes les guillemets ou les réserves que peut avoir Souleymane. Mais moi, là où je trouve ça intéressant, c'est qu'on est quand même dans une période qui est propice à l'euphémisation. C'est-à-dire qu'on va plutôt recourir à des terminologies comme black, comme personne de couleur. Personne n'est vraiment noir comme la couleur noire, mais pour moi, c'est le fruit de confrontations socio-historiques, socio-politiques, qui fait qu'il y a toute une catégorie de personnes qui sont perçues comme noires. Et je crois que tous les gens qui sont dans le documentaire ont en commun non pas d'être véritablement noirs, mais d'être regardés, d'être appréhendés par la société comme étant des noirs. Et du coup, ils sont confrontés à des discriminations qui sont similaires et qui les enferment dans une catégorie qui est la même, alors qu'ils n'ont pas du tout ni les mêmes origines, ni le même destin, ni la même trajectoire. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de liens avec Barack Obama ou avec l'oncle Benz ou avec Beyoncé. Simplement, dans le monde dans lequel on vit, on considère qu'on appartient à cette catégorie-là qui est celle des Noirs. Où sommes-nous ? Sur les rives du fleuve Sénégal ? Non, nous sommes au cœur de Paris, en 1896, devant le village nègre du jardin d'acclimatation. Des hommes noirs sautent dans l'eau d'un bassin et récupèrent des pièces jetées par des visiteurs endimanchés. Ces toutes premières images du cinématographe, tournées par les frères Lumière, nous rappellent la violence du rapport qui s'instaure alors en France entre noirs et blancs. À qui s'adresse ce documentaire en fait? Parce que suivant qui le réceptionne, les réactions ne sont pas pareilles. Je me disais qu'un jeune qui a une vingtaine d'années, qui souffre un peu de son rapport à la République, en voyant ces films, il peut se dire en fait ça date pas depuis juste mon père et ma mère, ça date depuis mon grand-père et ma grand-mère, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, et ça peut nourrir une certaine haine. Mais en même temps, en voyant ce film, je me suis dit c'est nécessaire que ça existe pour créer justement un dialogue, et que c'est important que plusieurs tranches de la société voient ce film et se réunissent quelque part pour voir qu'est-ce que ça fait réagir chez eux. Mais c'est vrai qu'il y a une violence, c'est vrai qu'il y a aussi des faits historiques qui sont importants de ne pas gommer, mais je trouve ça très important que ça existe, mais en même temps c'est puissant quoi, et on peut pas juste aimer ou ne pas aimer, ça remue beaucoup de choses. Nous, les journalistes de France, on n'a pas fait notre boulot depuis 50 ans, même si certains l'ont fait. Et donc, je me suis dit, ben voilà, il faut y aller. Il y a un moment, il faut y aller. Donc, quand on y va, on va un peu au feu, et du coup, effectivement, il y a la subtilité n'est peut-être pas tout le temps présente, et la subtilité d'un titre comme Noir de France, elle est pas là, mais bon, après, derrière, j'espère que les films permettent d'ouvrir de multiples questions. Mais voilà, on en reparlait, en recensant un peu ce qui a été fait depuis je veux dire, mes pères n'ont pas fait leur boulot. On n'a pas été tendre nos micros, tourner nos caméras vers... on est à Bordeaux aujourd'hui, Noir de France, Noir d'Aquitaine. Hein. Qui sait, à part, entre ces murs, les gens que ça concerne directement, peut-être même déjà à Bordeaux, mais certainement en France, que Bordeaux est une des grandes villes noires françaises, avec une vieille histoire. Je veux dire, moi en tant que Parisien, même si j'étais bordelais pas au moment de mes études ici, peu de gens. Donc la nécessité de raconter l'histoire, elle est pour moi en tant que journaliste et réalisateur fondamentale.
intéressant à comprendre, c'est qu'il y a une histoire qui se raconte de l'intérieur d'être noir, mais c'est aussi bien l'histoire des Antillais qui se superpose à l'histoire des Guyanais, à l'histoire des Sénégalais, des Maliens, des Malgaches, et en même temps il y a une histoire du regard de la France sur les Noirs de France, c'est-à-dire sur ses présences, voir les Noirs en France. Et au-delà de ça, il y a un héritage de cette histoire, qui aujourd'hui fait par exemple qu'un jeune gamin, qui ne retournera plus jamais vivre à Pointe-à-Pitre, à Dakar ou à Tananarive, qui est né en France, 2e ou 3e génération d'immigration par exemple, ou de l'histoire antillaise venue avec ses parents ou ses grands-parents au moment du Bumidum. Cette histoire des Noirs de France, elle intéresse lui parce qu'elle amène une forme de légitimité sur ce territoire. Parce que la plupart des gens aujourd'hui pensent que l'immigration africaine ou l'immigration antillaise est l'immigration jeune. Comme si la valise, il y avait encore, les étiquettes collées dessus, on venait à peine d'arriver. Alors qu'en réalité, c'est à plus de 3 siècles et demi. Si je vous raconte comment on arrive aux révolutions françaises, il y a une légion noire. Cette légion noire participe au combat de la République, y compris avec toutes les ambiguïtés, puisqu'on va leur demander de mater les Vendéens. À un moment, vous n'avez pas dans votre esprit que des Noirs ont participé à la Révolution française. Vous ne connaissez pas le nom du premier député noir à la Constituante. Vous avez oublié qui était vice-président de l'Assemblée nationale en 1904. Beaucoup de gens ont même oublié qu'un Noir a présidé le Sénat dans ce pays. Cette histoire, elle s'inscrit dans notre histoire républicaine, dans la grande histoire de France, mais elle a aussi son propre parcours qui permet aujourd'hui, par exemple, à un jeune Africain issu de l'immigration, à un jeune Caribéen, à un jeune qui vient de l'océan Indien, de voir qu'il a une traçabilité longue dans l'histoire de ce pays. Et être noir en France, c'est comme aux États-Unis, c'est une histoire. Personnellement, dans mon parcours, quand je suis arrivé d'Haïti, donc je me suis inscrit à l'université, d'abord en médecine et puis ensuite en lettres. Je dois dire la vérité, je n'ai jamais été confronté à de l'hostilité. Jamais, ni parmi mes collègues étudiants, ni parmi mes professeurs, qui m'ont au contraire toujours favorisé et en fait balisé le chemin. Je ne peux pas dire qu'une fois, j'ai été victime d'une réaction d'hostilité parce que j'étais noir. Donc cette vérité-là, je suis quand même obligé de la dire parce que c'est ce que j'ai vécu. Moi, effectivement, j'ai grandi dans une cité à Aulnay-sous-Bois dans le 93 et je me suis rendu compte que j'étais noire le jour où je suis arrivée à la bibliothèque de la Sorbonne en licence d'histoire et j'étais la seule noire. Donc, effectivement, je me suis vraiment rendu compte de ça. Et la manière de traverser ces études à la Sorbonne, ça a été de me confronter à la lecture des textes de Aimé Césaire, de Senghor. J'ai fait une thèse sur la revue Présence africaine de 47 à 62. Et donc, c'est clair que cette démarche-là, de m'interroger sur cette identité-là, elle a été fondamentale à ce moment-là parce que d'une certaine manière, ça m'a permis de tenir, d'avoir des référents comme ça qui m'avaient précédé et d'une certaine manière ça donnait de la crédibilité, de la légitimité à ma présence en tant que jeune fille africaine de France dans ce lieu de culture légitime qui était la Sorbonne. Quand tu grandis, que tout le temps on te parle des Gaulois, qu'on te montre des photos de Gaulois blonds aux yeux bleus, tu te dis au bout d'un moment, moi je ressemble pas du tout à un Gaulois, donc tu te dis bon bah, il va falloir que je sache d'où je viens un petit peu. Puis ce mouvement-là, c'est ce que ça permet aussi. Tu vois, ça arrive pas à tous les jeunes, quoi, la possibilité de parler et qu'on puisse capter notre truc, tu vois ce que je veux dire? Donc on est en balance, quoi, on est des agitateurs. Parallèlement, je te démontre que quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta nature, aucune race n'est supérieure car il n'y a pas de couleur pour être un certain honneur. Je me reconnais dans le sens où je me définis pas comme noire, mais quand on parle des noirs, je me reconnais, je m'identifie de la même façon que je pense que l'injure aussi renforce le sentiment d'appartenance à un groupe qui est minoré. Et ce qu'il y a aussi avec, enfin on en a pas, ça a été évoqué rapidement et ça c'est un de mes regrets par rapport au film. Là c'est la féministe qui parle. C'est que je crois qu'il y a quand même quelque chose d'important, c'est que on a l'impression que le fait d'être noir, ça gomme tout ce qu'on peut être par ailleurs. Le fait d'être femme, le fait d'être jeune, le fait d'être musulman, c'est quelque chose qui existe. On ne peut pas être un être complexe. On est noir, c'est tout, et on n'est pas un être doué de sentiments, doué de complexité, de nuances. On est juste un noir qui est amalgamé, comme les Schtroumpfs, quoi, toute une catégorie de gens qui sont complètement indifférenciés. Non, mais je prends cet exemple-là parce que ça me semble, c'est tous les mêmes, et personne ne cherche à comprendre ce qu'ils pensent ou de quelle manière ils sont différents. Par rapport à un débat comme celui-là, Noir de France, je suis obligé de me référer aux paroles de mes anciens. Voici une situation où l'ancien de mon village dirait « Mais pourquoi tentes-tu de cacher le soleil avec la main ?» Parce qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Nous sommes noirs, ça se voit, c'est évident. On ne peut pas échapper à cette appellation, je dirais même incontrôlée. Et Madame, tout à l'heure, a fait allusion à présence africaine. Aujourd'hui, si ça pose problème, si ça devient polémique de dire Noir de France, ramenons-nous justement à l'époque de Senghor, de Léon Gontran Damas ou de Césaire,
où le mot nègre était la pire insulte. Et eux, en tant qu'intellectuels, se disent, ok, nous allons récupérer cette insulte et switcher et en faire un nom positif et non plus une appellation négative. Et sur la base de la négritude, ils ont construit une pensée littéraire, une pensée politique, une pensée poétique. Pourquoi ne pas faire comme nos anciens, les penseurs comme Senghor, récupérer Noir de France, malgré le côté polémique que ça peut poser, ou, comme dit madame, l'enfermement que ça peut représenter, la façon dont on peut la heurter, récupérer, l'assumer, et à partir de ce socle maintenant, construire ce que les Noirs ou la noiritude apportent à ce pays qui est la France. En 1956, alors que l'Empire se fissure de toutes parts en Indochine et au Maghreb, le monde intellectuel noir prend son destin en main. C'est un moment charnière. À la Sorbonne, dans un amphithéâtre de la Faculté des Lettres, s'est déroulé le premier congrès des écrivains et artistes noirs, organisé sous l'égide de la revue Présence africaine. Monsieur Alioune Diop, animateur du congrès, ouvre les débats sur le thème général de la culture noire. Est-ce qu'on peut employer le mot noir dans la France de 2011? Est-ce qu'on peut donc employer le même mot que Césaire? Est-ce qu'on a le droit de parler comme Senghor? Est-ce qu'on a le droit de parler comme Damas? Est-ce que j'ai le droit de parler comme Dubois? Est-ce que j'ai le droit de parler comme Albrone? Est-ce que j'ai le droit de parler comme Bellet? Est-ce que j'ai le droit de parler comme les grands intellectuels noirs? Est-ce que j'ai le droit de revendiquer en tant que blanc que ceux qui s'appellent eux-mêmes noirs, on a le droit de les désigner enfin sur le thème de leur fierté de se dire noir? Ou est-ce qu'il faut encore tortiller, comme la République fait depuis 2 siècles, et de ne pas accepter que la diversité peut exister dans cette République et qu'on peut appeler quelqu'un par son qualificatif que lui-même s'est choisi, la négritude? Le congrès des intellectuels noirs, c'est moi qui l'ai inventé ce mot, ou c'est eux-mêmes qui le revendiquent? Le cran, c'est moi qui ai choisi le mot noir pour le cran, ou c'est eux qui sont en plein noir? Est-ce qu'on peut enfin mettre un point sur un i pour raconter l'histoire de la République? C'est pas de dire qu'ils ne sont pas de la même couleur que les blancs, c'est d'expliquer qu'il est temps d'assumer des termes. Et que ces termes, heureusement qu'ils font débat, c'est bien le fond du débat justement qui fasse débat. C'est que parce que nous n'arrivons pas à mettre des mots sur les choses, nous ne pouvons pas en parler. Et comme on ne peut pas en parler, on n'en parle jamais. Et comme on n'en parle jamais, ils sont donc invisibles. Le meilleur exemple, on a trouvé le terme le plus absurde, le plus monstrueux, minorité visible. C'est beau ça comme terme? Vous trouvez ça bien, minorité visible? Je préfère appeler noir ce qui est noir. Pourquoi? Parce que noir, c'est pas un qualificatif de couleur simplement. Dans le stigmate, dans le racisme, dans le regard de la République, ça a été un terme de couleur. Mais quand Colin appelle son coffret tumulte noir, il revendique une culture. Quand on parle de négritude, on revendique une fierté. Quand on appelle le cran, on revendique une identité. Et il y a donc un moment où le terme noir permet d'aborder une question, de dire bah oui, nous sommes tous citoyens de la même nation, mais dans cette citoyenneté, il y en a ceux qui n'ont pas eu le même destin que les autres. Et ceux-là, désolé, ils sont noirs. Noirs dans la perception, mais aussi dans leur reconnaissance. Ils se revendiquent noirs. Thuram le dit très bien. J'étais français tant que j'ai vécu aux Antilles. Et à l'âge de 9 ans, avec le Bumidog, je suis parti en France. Et là, je suis devenu noir dans le regard des autres. C'est vrai que les rappeurs américains s'appellent tous nigger entre eux, c'est prendre l'insulte et quelque part la désamorcer si c'est moi qui m'appelle comme ça tout seul. Et le fait de regarder votre titre comme ça, je le comprends différemment. Mais le fait de réduire les Africains ou les Antillais de France à leur couleur de peau, ça nie tout le travail des parents de transmission de leur culture, quoi. Si on est juste noir de peau, ça veut dire que tout le travail qu'ont pu faire mes parents pour me léguer cette culture peul, pas telle quelle, mais du mieux qu'ils peuvent ici en France avec des conditions très très différentes, si je me présente juste comme noir de France, c'est nier tout ça. Moi, ma citoyenneté, je la lis toujours par rapport à mes origines. Moi, je suis venu ici en France pour étudier, j'étais déjà un grand garçon. Et ma terre natale, bon, je m'y attache à mourir. Mais c'est le même choix que je fais pour la France. C'est le même choix que je fais parce que je pense que ce n'est pas antinomique. Et c'est pour ça que dans toutes mes actions, j'essaie toujours de garder cette lecture-là. Cette lecture, je suis citoyen du monde, je suis citoyen de mes origines, mais je suis citoyen aussi dans le pays dans lequel j'ai choisi de vivre, qui m'a adopté. Et je suis prêt à mourir ce pays, mais je suis aussi prêt à mourir pour mon pays. Je pense que c'est essentiel. C'est essentiel pour les gens, c'est essentiel pour les personnes d'origine migrante de lire cette histoire et puis de se dire oui, effectivement, c'est possible. C'est possible d'avoir une double citoyenneté, une triple citoyenneté. Si le temps des colonies est terminé, le racisme, lui, n'a pas disparu. En 1967, un fait divers est relevé par la presse nationale.
des clients antillais se sont vus refuser le service dans un café parisien parce qu'ils sont noirs. L'opinion publique s'émeut brièvement de cet incident au pays de l'égalité. Pour de nombreux travailleurs noirs qui vivent en France, l'expérience est malheureusement familière. Il y a toujours eu des moments d'acceptation, des moments de rejet des populations noires sur le sol de France. Nous sommes là en train de sortir d'une longue nuit noire, où depuis 20 ou 25 ans, on voit bien qu'il y a du mal à intégrer. Regardez les débats sur l'équipe de France de football, regardez le débat sur les sans-papiers, regardez le débat sur les clandestins, regardez le débat sur l'identité nationale. Tout ça sont à la fois des signes d'une forme de rejet, mais en même temps et inconsciemment, qu'on est en train enfin d'aborder ces questions. Jusqu'à maintenant, ces questions n'étaient pas abordées dans la société française. Alors ça fait tiraillement, ça fait opposition, ça fait débat, mais ça veut dire qu'on est en train de se poser la question, c'est quoi être noir de France? Et comme le dit très bien Thuram dans le film, à un moment, il va être temps qu'on accepte cette idée simple qu'on peut être guadeloupéen, noir et français. Ce n'est pas antinomique, c'est même complémentaire, et comme le dit Claude Iciard, c'est peut-être même enrichissant pour nous tous de penser que nos identités peuvent être collectives et qu'ensemble, elles s'inscrivent dans la République. Quand on parle de diversité, pour moi aujourd'hui, c'est plus une stratégie de diversion. C'est-à-dire que c'est un moyen de ne pas parler ni de noirs, ni d'arabes, ni d'asiatiques, et quelque part d'être dans l'euphémisme parce qu'on va dire, enfin, moi quand j'entends qu'on me dit que les gens sont issus de la diversité, je me demande quel pays est la diversité, parce que je vois pas d'où viennent les gens qui sont issus de cette diversité dont tout le monde parle sans vraiment savoir ce que ça recouvre. Et je crois qu'il y a un problème parce qu'on a vraiment une vraie peur de se confronter et d'appréhender des mots dont on sait qu'ils sont voilà, ils sont caricaturaux, ils sont schématiques, mais ils recoupent à des réalités sociologiques. On vit dans un pays où la seule chose qui compte pour être vue, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que si Rokhaya Diallo en a parlé, l'organisation, mais elle est où elles sont où les organisations de Noirs? Si on les met en place, oui, on va dire que c'est le communautarisme. Et alors, il faut qu'on le revendique. Il faut qu'on le revendique et puis surtout, il faut qu'on s'acharne à mettre en place des organisations qui puissent nous représenter et surtout qui puissent parler à égal avec les partis politiques, avec toutes ces organisations qui existent et puis qui essaient de nous isoler. Mais surtout, il y a quelque chose qui est peut-être encore plus important, c'est qu'il faut que nous nous engageons. Il faut que nous nous engageons dans les associations. Et c'est vrai que quand on voit dans les réunions, regardez la salle. Il m'a dit qu'il voit, moi je ne vois pas beaucoup de noirs ici. C'est vrai. Mais attendez, on ne milite pas. On ne participe pas au débat. On reste chacun ses choix. Et après, on va être représenté. Ça ne peut pas aller. Il y a des freins, mais il n'y a pas de blocage. Il y a des réticences, il n'y a pas de refus. Autrement dit, il y a des espaces dans lesquels il faut s'engouffrer. Et il faut y aller. Surtout que je pense que je suis un exemple dans la radio nationale qui est France Inter, alors qu'aujourd'hui, que ce soit à la télé ou à la radio, on a tendance à uniformiser les accents. On n'entend plus d'accent marseillais, d'accent breton. Tout est fade. Et moi, j'arrive avec mon accent à couper au couteau. Et je suis repéré tout de suite. Mais pour moi, c'est un plus. Finalement, ça me rend plus service que ça ne me pose problème. Donc, à partir de ce fait-là, je dis... Noir de France et fier de l'être, comme l'ont chanté nos cousins d'Amérique, en Black and Proud.